Et si, sous les flots sombres de la Baltique, se jouait le sort énergétique de tout un continent? Imaginez, au cœur de la nuit, une anomalie surgit sur un gazoduc clé reliant la Russie à l'Europe. Un simple signal rouge clignote, et soudain, le fragile équilibre de millions de foyers menace de s'effondrer. Pourquoi ce signal, si anodin en apparence, peut-il déclencher une réaction en chaîne à l'échelle d'un continent? Pour le comprendre, il faut se plonger dans l'histoire des infrastructures énergétiques européennes et voir comment, à travers les décennies, chaque incident ou attaque a redéfini les règles du jeu politique et économique. En quelques instants, l'alerte déclenche une mobilisation massive. La zone est aussitôt verrouillée, les secours dépêchés, mais les informations se figent, verrouillées derrière des portes closes. Les autorités filtrent chaque détail, laissant la presse et le public dans une attente oppressante. Ce scénario rappelle l'accident du pipeline Druzhba en 1999, lorsque, en pleine crise entre l'Ukraine et la Russie, une fuite suspecte avait déjà mis en alerte tout le continent. À l'époque, l'Europe avait compris la fragilité de sa dépendance énergétique et la nécessité de mieux surveiller ses infrastructures. Mais cette fois, la technologie a évolué et la guerre de l'information s'est invitée dans la partie. Des indices troublants s'accumulent, des ruptures nettes dans la structure, des drones techniques portés disparus, des objets suspects tapissant le fond marin. Tout indique qu'il ne s'agit pas d'un banal accident, mais d'un sabotage méticuleusement orchestré dans l'ombre. Souvenons-nous de l'affaire Stuxnet en 2010, où un simple virus informatique avait réussi à détruire physiquement des centrifugeuses nucléaires en Iran. Ce précédent montre que les attaques hybrides peuvent mêler cyberattaques, sabotage mécanique et guerre psychologique. Ici, le sabotage du gazoduc semble suivre un schéma similaire: brouiller les pistes, frapper vite, puis disparaître dans l'anonymat des profondeurs. L'enjeu dépasse la technique. Ignorer ces signaux, c'est risquer de plonger dans une crise capable de bouleverser le quotidien, de faire exploser les factures d'énergie et de fragiliser la stabilité de la région. En quelques heures, la vulnérabilité peut remplacer le confort de millions de familles. Pour mesurer l'impact, il suffit de se rappeler la crise du pétrole de 1973, lorsque la hausse des prix avait paralysé l'Europe. Les files d'attente aux stations-service, les coupures d'électricité et la panique collective avaient montré à quel point l'énergie est le nerf de la vie moderne. Un sabotage aujourd'hui aurait des effets similaires, mais amplifiés par la vitesse de l'information et la complexité des marchés mondiaux. Mais comment un simple signal rouge a-t-il pu déclencher une bataille secrète, transformant chaque mètre de pipeline en front invisible? Pour comprendre la portée de cet incident, il faut remonter à la genèse de ce gazoduc et aux tensions qui l'entourent. C'est là que les rivalités souterraines prennent tout leur sens. Au début des années 2000, la construction du gazoduc Nord Stream avait déjà suscité des débats houleux entre les États membres de l'Union européenne. Certains craignaient une dépendance accrue à l'égard de la Russie, d'autres voyaient dans ce projet une aubaine économique. Depuis, chaque incident sur la structure réveille ces peurs latentes et ranime les vieux débats sur la souveraineté énergétique. Un signal d'alerte, à peine perceptible, trouble la routine d'une équipe en veille permanente. Que cache vraiment cette chute de pression soudaine sur le gazoduc Nord, ce cordon vital qui serpente sous la mer Baltique? Là, sous les vagues, l'Europe dépend d'un flux continu de gaz, surveillé sans relâche par une armée invisible d'ingénieurs, de capteurs et de drones. Chaque seconde, des algorithmes inspectent la stabilité de cette infrastructure stratégique reliant la Russie à l'Union européenne. Rien n'échappe à leur vigilance, pas même les anomalies les plus infimes. Ce soir-là, tout commence par une baisse de pression quasi imperceptible, d'abord jugée sans gravité. Quelques écarts sont monnaie courante, souvent dus à un capteur défaillant ou à des variations de débit. Mais, en l'espace de quelques minutes, une certitude s'impose. Il ne s'agit pas d'une simple anomalie technique. Les automatismes déclenchent l'alerte. La salle de contrôle s'anime, les regards se figent sur les écrans où s'affichent des chiffres inquiétants. La tension grimpe d'un cran. Premiers indices troublants. Sur des centaines de kilomètres, les capteurs détectent des micro-vibrations,
invisible mais révélatrice d'un événement extérieur. Presque au même moment, une brèche dans le revêtement protecteur de la conduite est signalée, comme si une lame invisible avait entaillé l'acier. Plus préoccupant encore, un drone de surveillance, envoyé pour une inspection de routine, cesse subitement de transmettre. Il disparaît des radars, englouti par l'obscurité des fonds marins. Quelque chose rôde, hors de portée des yeux humains. Cette disparition n'est pas sans rappeler la mystérieuse perte du sous-marin Kursk en 2000 qui avait bouleversé la Russie et soulevé 1000 théories. Lorsqu'un engin technologique disparaît dans des eaux stratégiques, la suspicion s'installe inévitablement. D'autant plus que, dans ce contexte, la mer Baltique est l'un des endroits les plus surveillés au monde. À ce stade, le doute n'est plus permis. Un retard, même de quelques instants, pourrait transformer une fuite en catastrophe continentale. Les prix de l'énergie, la sécurité nationale, la stabilité du quotidien européen tiennent désormais à la réactivité de la cellule de crise. L'Europe a déjà connu des alertes similaires. En 2006, la coupure du gaz russe via l'Ukraine avait plongé plusieurs pays dans le froid. Les écoles fermées, les usines à l'arrêt, des millions de personnes privées de chauffage. Cette expérience a marqué les esprits, et chaque incident sur un pipeline réveille ce souvenir traumatique. Dans l'ombre, chacun comprend qu'une faille exploitée par des acteurs hostiles ferait de ce tube d'acier un levier de pression géopolitique redoutable. Pourtant, les premières réactions officielles minimisent l'incident. Le discours rassurant des autorités se heurte à l'évidence des faits, attisant l'inquiétude dans les couloirs du pouvoir. Les opérations se multiplient alors que la suspicion s'installe, alimentée par le silence des responsables et l'opacité de l'enquête. Dans cette atmosphère tendue, chaque minute compte. Mais au cœur de la nuit, un détail va bouleverser toutes les certitudes. Le doute s'installe. S'agissait-il vraiment d'un accident, d'une simple négligence, ou d'une attaque préméditée, préparée dans l'ombre? À mesure que la nuit tombe sur la Baltique, la vérité semble se dissiper, insaisissable comme le gaz dans l'eau glacée. Chaque indice enfonce enquêteurs et gouvernements dans une spirale d'incertitude dangereuse. Les premières heures déclenchent une mobilisation digne d'un scénario de guerre froide. Des navires spécialisés, équipés de drones sous-marins et de capteurs dernier cri, convergent vers la zone sinistrée. Au large, le balai discret des experts, militaires et ingénieurs s'organise, à l'abri des regards. Au fond de la mer, les robots découvrent des détails dérangeants. Sur la partie endommagée du gazoduc, la coupure est nette, presque chirurgicale. Ni la corrosion, ni la pression n'auraient pu creuser un tel sillon. Seule une machine sophistiquée, opérée avec une précision redoutable, en serait capable. Parmi les débris, des fragments métalliques et des composants électroniques sont retrouvés. Certains proviennent manifestement de fournisseurs étrangers, hors du circuit russe, et demeurent difficilement traçables. Les enquêteurs analysent les modules récupérés, fichiers numériques, historiques GPS, signatures électroniques. Les premiers résultats excluent le hasard. Plusieurs fichiers internes, jusque-là cryptés, révèlent des connexions à des réseaux extérieurs dans les heures précédant l'explosion. Des séquences GPS tracent le passage d'engins non identifiés, venus d'eaux lointaines. Ils n'ont stationné que quelques minutes sur le site du sabotage, avant de disparaître sous le brouillard. Ce mode opératoire rappelle celui utilisé lors du sabotage du pipeline Colonial aux États-Unis en 2021, où une cyberattaque avait paralysé l'approvisionnement de la côte Est. La rapidité, la discrétion et le brouillage informatique sont devenus les armes de prédilection de ceux qui cherchent à déstabiliser des États sans déclencher de confrontation ouverte. À peine ces informations filtrent-elles que la machine médiatique s'emballe. D'un côté, la Russie dénonce un sabotage et accuse des acteurs étrangers, exigeant une enquête internationale. En face, les États européens appellent au calme, réclament des preuves concrètes, mais laissent entendre que la Russie pourrait elle-même être à l'origine de la provocation. Ce va-et-vient diplomatique rappelle la crise des missiles de Cuba en 1962, lorsque chaque déclaration publique pouvait précipiter le monde vers l'abîme. Aujourd'hui, c'est l'énergie qui joue le rôle de l'arme stratégique, et le moindre mot pèse lourd dans les équilibres internationaux. Les chaînes d'infos, les réseaux sociaux,
les blogs spécialisés, tous s'emparent de l'affaire et la transforment en champ de bataille de la communication. Chaque camp distille ses éléments de langage, ses images floues, ses analyses biaisées. Pour le public, il devient impossible de distinguer le vrai du faux. La spéculation enfle, la tension monte sur les marchés de l'énergie. Les prix du gaz augmentent en quelques heures. L'incertitude grippe la bourse, la panique gagne les distributeurs. Dans ce climat électrique, la crédibilité des gouvernements est sur la sellette. Le moindre mot de travers, la plus petite erreur de communication, peut être interprété comme un aveu de faiblesse ou, pire, de complicité. Un faux pas diplomatique pourrait aggraver la crise, voire provoquer une escalade irréversible. Tout vacille. La stabilité des marchés, la réputation des États, la confiance des citoyens. L'enquête sous-marine se double d'une guerre des récits. Les diplomates s'agitent en coulisses. Sur les plateaux télé et dans les forums internationaux, la bataille pour imposer sa version des faits fait rage. Les preuves s'accumulent, mais restent contestées, incomplètes. Le flou demeure, alimenté par la surenchère médiatique et le secret défense. Pourtant, au fil des heures, de nouveaux détails émergent des profondeurs et des serveurs. Les dernières analyses laissent entrevoir un réseau d'opérations coordonnées, mêlant haute technologie et techniques de guerre hybride. Les experts parlent désormais ouvertement d'une attaque planifiée, impliquant plusieurs acteurs et des moyens considérables. Mais pendant que tous les regards restent braqués sur la Baltique, un autre front s'ouvre, celui des chancelleries et des alliances politiques. Le conflit ne se joue plus seulement sous l'eau. Il gagne désormais les salons feutrés où se décide l'avenir énergétique de l'Europe. Au sommet de l'État, chaque décision devient un pari risqué. Derrière les portes closes, les négociations s'intensifient et les alliances traditionnelles vacillent. Et si cet incident n'était qu'un prélude à une crise bien plus vaste? Sous la surface, plus rien n'évoque un simple accident. Désormais, chaque acteur avance ses pions dans une partie d'échec énergétique, et ce sont les citoyens européens qui en paient déjà le prix fort. En quelques heures à peine, les prix du gaz s'envolent sur les places financières. Les courbes s'affolent, des traders paniqués tentent de limiter les pertes, tandis qu'une onde de choc secoue les bourses. Le moindre soupçon de rupture suffit à déséquilibrer tout un continent, suspendu à ce flux vital. À Moscou, le Kremlin convoque une réunion d'urgence. Dans chaque capitale européenne, on s'agite autour des tables ovales, téléphones rivés à l'oreille, guettant la moindre déclaration adverse. Les ambassades échangent des notes diplomatiques glacées, chaque mot calculé, chaque silence interprété comme un signal. Dans la mer Baltique, la tension grimpe. Plusieurs marines déploient des patrouilles supplémentaires, des hélicoptères survolent la zone jour et nuit. Les réseaux de détection sous-marine sont mis en alerte maximale. Chaque mètre d'infrastructure devient soudain une cible potentielle à protéger. Une question brûlante hante les esprits. S'agit-il d'un sabotage russe pour tester la résilience occidentale ou d'une provocation destinée à semer la discorde? Les responsables politiques s'accusent, les médias multiplient les hypothèses, et la vérité s'efface dans une guerre de l'information soigneusement orchestrée. Le risque est colossal. Un faux pas diplomatique, un mot de trop, et la crise peut basculer. L'escalade n'est plus une menace abstraite. Elle pèse sur la stabilité énergétique, les contrats internationaux et la sécurité même de l'Europe. Dans ce climat d'incertitude, la confiance entre États s'effondre, et ce sont les citoyens qui subissent les conséquences directes. Hausse spectaculaire des factures, peur de l'hiver, anxiété diffuse quant à l'avenir. Mais le danger le plus inquiétant reste invisible. Stratèges et experts peaufinent leurs scénarios, les diplomates tentent d'éviter le précipice, tandis que la guerre hybride s'intensifie. Cette affaire, loin d'être close, dévoile la fragilité de sociétés où la frontière entre technologie, politique et économie devient insaisissable. Tout semble figé, mais dans l'ombre, certains acteurs préparent déjà leur prochain coup. Les prochaines heures seront décisives pour l'avenir du continent. Comment se protéger d'une guerre invisible, silencieuse, qui ne porte jamais vraiment de nom? Cette interrogation hante désormais non seulement les stratèges, mais aussi chaque citoyen dont la vie dépend de la moindre étincelle d'énergie. Car depuis l'incident en mer Baltique,
un bouleversement discret mais décisif s'est amorcé. Notre sécurité énergétique entre dans une ère d'incertitude perpétuelle. La simple routine ne suffit plus à défendre les infrastructures vitales. Partout en Europe, la riposte s'organise. Radars immergés, drones patrouillant sans relâche, capteurs anti-intrusion, patrouilles humaines coordonnées de jour comme de nuit. Les gazoducs, naguère considérés comme de simples conduits, deviennent des lignes de front à surveiller comme des frontières mouvantes. Face à la prolifération des menaces, l'improvisation n'a plus sa place. Un centre international de coordination a vu le jour, chargé de surveiller, en temps réel, chaque mètre des pipelines stratégiques du continent. Des équipes d'élite, expertes en cybersécurité et en intervention d'urgence, croisent leurs analyses pour détecter la moindre anomalie, qu'elle provienne d'une défaillance technique ou d'une action humaine délibérée. Mais ce basculement ne se résume pas à une course technologique. Pour la première fois, le sabotage est officiellement reconnu comme péril majeur pour la sécurité nationale. Les discours politiques changent, le lexique de la guerre hybride s'impose, les plans d'urgence intègrent des scénarios d'attaque furtives et les budgets de résilience explosent. Le message est brutal. La bataille pour l'énergie ne se limite plus à une question de tarifs ou d'approvisionnement. Elle touche à la souveraineté, à la survie politique, à la confiance collective envers l'État. Qui contrôle les flux détient désormais un levier décisif sur la stabilité d'une société tout entière. Ignorer cette nouvelle donne serait ouvrir la porte à un futur de crise imprévisible, pertes financières gigantesques, pénuries soudaines et méfiance rampante envers les institutions. Une société prise au dépourvu peut vaciller en quelques heures dès lors que l'énergie vacille ou que la peur s'infiltre. Face à un avenir aussi incertain, quelle attitude adopter? Chaque choix, chaque euro investi dans la sécurité devient un acte de résistance pour préserver notre souveraineté et la stabilité de nos vies. Mais derrière les blindages, une question demeure. Qui, dans l'ombre, orchestre ces menaces? Pour le comprendre, il faut remonter la piste des indices laissés dans les abysses. Le front énergétique demeure invisible, mais il s'est déjà introduit dans votre vie. Même si les batailles sous-marines échappent à nos regards, leurs répercussions frappent nos foyers et nos portefeuilles. Chaque incident sur un pipeline fait vaciller la stabilité de toute l'Europe, loin des projecteurs et des discours officiels. Il serait facile de penser que seuls les gouvernements ou les géants de l'énergie sont concernés. Pourtant, relâcher la vigilance, c'est offrir l'avantage à des acteurs extérieurs, avec des conséquences directes sur votre sécurité, votre quotidien et la facture d'énergie que vous réglez chaque mois. La désinformation qui entoure ces attaques n'est jamais innocente. Elle brouille les pistes, sème le doute et manipule à la fois citoyens et décideurs. Dans cette guerre invisible, la première victime est toujours la vérité. Les versions s'opposent, les rumeurs se propagent bien plus vite que les communiqués officiels, et il devient ardu de discerner le réel du mensonge. Refuser la panique, c'est refuser d'être pris au piège des interprétations hâtives. Chaque information mérite d'être questionnée, confrontée, décortiquée. Alors, comment ne pas devenir la prochaine cible de la désinformation? Une seule arme, l'esprit critique. Cela implique de ne jamais se contenter d'un récit unique, de confronter les sources, de s'informer auprès de médias fiables et de rester méfiant face aux explications trop faciles ou trop spectaculaires. L'enjeu est immense, car votre capacité à distinguer le vrai du faux conditionne votre résilience face aux crises à venir. Gardez en mémoire que la confiance dans nos institutions et dans l'information est fragile. Une anomalie, dissimulée sous la mer, peut suffire à mettre en péril l'équilibre d'un continent tout entier. Voilà pourquoi la vigilance de chacun est cruciale. Il en va de notre sécurité collective, de la solidité de nos économies et de la santé du débat démocratique. Dans ce contexte, défendre une information indépendante, vérifiée et rigoureuse devient vital. Car si nous cédons à la facilité, ce ne sont pas seulement les pipelines qui seront menacés, mais tout ce qui soutient nos sociétés modernes. Pour aller plus loin et renforcer notre résilience, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de réponse rapide. Les simulations de crise, similaires à celles organisées lors des exercices Cyber Europe par l'Agence européenne pour la cybersécurité, sont un exemple concret.
elles permettent aux pays de tester leur capacité à détecter, analyser et réagir à des attaques hybrides ou des sabotages. Ces exercices réunissent experts, militaires, ingénieurs et responsables politiques pour coordonner les stratégies de défense. Il est également crucial d'impliquer le secteur privé et la population. Les campagnes de sensibilisation, menées dans plusieurs pays nordiques, ont déjà prouvé leur efficacité. En Suède, par exemple, la brochure « Si la crise ou la guerre survient » a été distribuée à plus de 4 millions de foyers pour expliquer les gestes à adopter en cas de coupure d'énergie ou de cyberattaque. De telles initiatives rappellent que la préparation citoyenne est un maillon essentiel de la chaîne de sécurité. Enfin, la coopération internationale doit être renforcée. L'OTAN, l'Union européenne et des alliances ad hoc ont commencé à partager informations et technologies de surveillance sous-marine. Le projet de centre de surveillance commun en mer du Nord, inauguré en 2023, est un pas dans cette direction. Chaque incident y est analysé en temps réel et des équipes sont prêtes à intervenir à tout moment. À l'échelle individuelle, chacun peut adopter des gestes simples pour limiter sa vulnérabilité, diversifier ses sources d'informations, éviter de partager des rumeurs non vérifiées et s'informer sur les dispositifs de secours locaux en cas de crise énergétique. Cela peut sembler anodin, mais lors de la grande tempête de 1999, des villages entiers ont tenu grâce à la solidarité et à l'information partagée entre habitants. Pour les entreprises, mettre à jour les protocoles de cybersécurité, former le personnel à la gestion de crise et investir dans la redondance des systèmes deviennent des priorités absolues. L'exemple de la Norvège, qui a multiplié les centres de contrôle et les lignes de secours pour ses plateformes pétrolières après plusieurs tentatives de sabotage, montre que l'anticipation paie. À travers ces exemples, il apparaît que la sécurité énergétique n'est plus un luxe ou une affaire de spécialistes. Elle concerne chacun d'entre nous, chaque jour, à travers des gestes simples ou des choix collectifs. Derrière chaque incident, il y a des vies bouleversées, des économies fragilisées, des sociétés entières qui doutent. Mais il y a aussi une capacité d'adaptation, une résilience qui se construit au fil des crises et des réponses collectives. Alors, face à cette guerre invisible, la meilleure arme reste la lucidité et la solidarité. Tant que nous saurons garder la tête froide, interroger ce que l'on nous dit et agir ensemble, nous pourrons transformer chaque crise en opportunité de renforcer notre société. L'histoire du signal rouge dans la Baltique n'est pas seulement celle d'un tuyau endommagé. C'est l'histoire d'un continent qui apprend, parfois dans la douleur, à défendre ce qui le relie et le protège. À nous de faire en sorte que la prochaine alerte ne soit pas synonyme de panique, mais de mobilisation intelligente et collective. Car la vraie question n'est pas seulement qui sabote nos pipelines, mais comment nous réagissons, tous ensemble, pour préserver ce qui compte, la confiance, la sécurité et la liberté de nos sociétés.